Chers fidèles téléspectateurs de Lumen Christi TV, aucune œuvre humaine d'édification ne peut se passer du facteur majorant qu'est la confiance. Bienvenue dans votre émission Tolélégié. Tolélégié, c'est le rendez-vous hebdomadaire qui vous connecte à la pensée de nos pères les évêques, morts vivants à travers les lettres pastorales pour raviver et former notre conscience citoyenne et chrétienne. Tolélégié, cette semaine, reçoit pour vous le professeur Alain François Adiou, spécialiste en discours social de l'Église. Il nous prête son expertise dans la compréhension de la lettre pastorale, restaurer la confiance et préserver la paix, donnée à Cotonou le 2 octobre 2008 par les ordinaires du Bénin. Bienvenue, professeur Adiou. Merci beaucoup, cher père. Merci. À l'entame de la lettre, nos pères les évêques ont clairement notifié que le 20 septembre 2008, ils ont demandé à rencontrer le président de la République d'alors, le président Yahi Boni, qui lui-même cherchait à rencontrer nos pères les évêques. Alors, monsieur Adiou, dites-nous, quel était l'objet de cette quête mutuelle entre nos pères de la conférence épiscopale et le président de la République, le président Boni Yahi à l'époque? Et dans quel contexte? Pour vous répondre directement, cher père, je dirais qu'il y avait une situation de crise multisectorielle. Qu'ils nous souviennent, en 2006, les Béninois ont décidé de confier désormais la gestion de la gouvernance de notre pays, la gouvernance de notre pays, à une nouvelle génération, la génération des années 50. Et c'est monsieur Thomas Boni Yahi qui a été le premier à ouvrir cette ère. Ce changement a suscité beaucoup d'espoir, parce qu'on pensait que c'était la vieille génération qui n'était plus en capacité de bien faire les choses. Mais très vite, malheureusement, très vite, ces espoirs-là ont commencé à être déçus. 2008, nous étions au beau milieu du premier mandat du président Thomas Boni Yahi. Oui. Et c'est déjà à ce niveau-là, à ce moment-là, que les difficultés ont commencé. Et comme l'ont dit, l'ont noté nos pères, les évêques, malgré les grands changements, croissance économique qui redémarrait, les chantiers d'infrastructures socio-économiques et culturelles, le redressement de l'économie nationale, malgré la hardiesse affichée par le chef de l'État à lutter contre la corruption et l'impunité, malgré... Et on se souvient encore de la marche. Voilà. Malgré tout ça, il y avait un malaise. Beaucoup de Béninois s'interrogeaient sur leur avenir, sur l'avenir de leur pays. Et ils commençaient à s'inquiéter. Ils s'inquiétaient de quoi? De la crise institutionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et cette crise avait comme fond arrière des considérations d'ordre politique, j'allais même dire d'ordre politicienne. Et pourtant, il y avait séparation des pouvoirs. Et pourtant, il y avait séparation des pouvoirs, mais l'exécutif et le législatif essayaient de s'entendre, de s'accorder pour gouverner. Or, lorsque les chefs au sommet de l'État s'entendent pour gouverner, généralement, c'est le peuple qui en pâtit. Et ça a commencé progressivement, petitement. Il y avait également la misère qui commençait à prendre de l'ampleur. Mais en réalité, comme l'ont noté les évêques eux-mêmes dans la lettre, en réalité, la crise était due à la très forte politisation des forces sociales. Les médias aussi se sont mêlés à la chose avec des interventions médiatiques à allure propagandiste. Toutes choses qui ont entamé sérieusement, qui ont blessé la patrie, si je peux dire. L'amour du pays a été pratiquement mis en souffrance. Les grèves dans tous les sens. En réalité, il y avait progressivement installé une rupture de la confiance entre les différents acteurs
de la vie politique et sociale qui dirigeait et le peuple lui-même. Mais les évêques sont allés plus loin. Au-delà de cette crise multisectorielle, ils sont allés plus loin et ils ont touché le fond, la cause réelle. À y réfléchir de près, ils ont dénoncé, les évêques, que cette crise-là était surtout due à des comportements, à des dires peu recommandables, à des manœuvres peu recommandables dans notre pays, qui sont dus à notre pratique nationale, si je peux m'exprimer ainsi. Et je vais prendre quelques exemples. L'intérêt général était oublié. C'est mise en veilleuse. Mise en veilleuse. Et au détriment des intérêts particuliers. La haine, la méchanceté gratuite, les propos et comportements régionalistes, la culture des particularismes ethniques. L'autre, son bien n'est pas fortement désiré. Tout ceci, progressivement, a fait mal aux uns et aux autres, notamment au bien commun. Les dirigeants ont donné l'impression, tout au moins l'impression, qu'ils s'éloignaient de plus en plus de l'intérêt du peuple. C'est dans ce contexte-là que les évêques ont décidé de prendre la parole. Ils ne pouvaient pas se taire. Ils ont pris la parole pour témoigner de leur ferme espérance en un lendemain meilleur pour notre pays. Ils ont exhorté les fils et les filles du Bénin pour que le combat, depuis la conférence nationale pour le renouveau démocratique, que ce combat-là ne tombe jamais à l'eau. Leur voix, ont-ils dit eux-mêmes, est celle du bien commun en souffrance, celle d'un peuple qui s'interroge sur son devenir. Leur démarche, ont-ils dit, est suscitée par l'attente angoissée et le besoin prononcé d'une parole neutre, une parole crédible et constructive dans le concert assourdissant des voix, concert que connaissait le pays à ce moment-là. Leur démarche, finissent-ils, répond à leur mission prophétique de veilleurs et d'éveilleurs de conscience et de gardiens des valeurs dans un monde désaxé, désorienté, en quête d'identité et d'autodéfinition. Leur démarche, conclut-il, est uniquement motivée par l'amour de la patrie. Sans l'amour de la patrie, on ne peut pas construire un pays. Et le Bénin, malheureusement, se fait fort en cette maladie-là, si je peux m'exprimer ainsi. Nous sommes reconnus comme des gens qui ne s'aiment pas vraiment. On va le détailler un peu plus tard. Donc voilà le contexte global dans lequel les évêques se sont vus obligés de prendre la parole pour resituer les choses et ouvrir de nouvelles perspectives. Et dans les débuts de cette lettre, comme je l'avais déjà cité, les évêques ont dit que le président lui-même était à la recherche d'un rendez-vous avec les évêques pour pouvoir les recevoir et échanger avec eux. Je me dis, mais c'est parce qu'il avait tellement confiance en eux. Et il savait qu'ils pouvaient faire quelque chose eux au moins, même si dans tout le pays, il n'y a plus personne pour le faire, il comptait quand même sur eux. Oui, il y a quelque chose qu'il faut reconnaître au président Thomas Boni Yayi, il est chrétien. Il n'est pas chrétien catholique. Il n'est pas d'obédience catholique, mais il est chrétien et surtout, il a la crainte de Dieu. Et c'est important. Dans un pays, le pouvoir est d'essence divine. Et quand le pouvoir vous est confié, vous n'avez pas le devoir de brimer ceux vers qui vous devez aller, ceux que vous devez normalement servir. Et ils savent, le président de la République d'alors sait que l'Église en général et l'Église catholique en particulier, je m'excuse de le dire comme ça, est une structure très sérieuse, très organisée. Les évêques en avait déjà donné la preuve. Donc, ayant la crainte de Dieu et constatant ce qui se passait,
notant que ça a commencé à devenir, j'allais dire, orange, Oui. ben, il a décidé de s'en remettre aux évêques, de les consulter, de leur dire ses préoccupations, pour que si eux, ils pouvaient parler, qu'ils prennent la parole pour calmer le jeu. Merci, professeur Adiou. On va en reparler après, mais je voudrais que nous essayions rapidement de voir un peu la structure, parce que tel que le message se présente, c'est vraiment une lettre. C'est vraiment une lettre et on peut se dire, on peut tenter de dire que bon, elle n'a pas de structure et pourtant, elle en possède. Oui. Alors, nous allons voir rapidement un peu la structure de ce message, l'articulation du message des évêques en 2008. Il est arrivé que certains des messages comme ça, certaines des lettres pastorales comme ça, donnent cette présentation-là, une lettre écrite, mais quand on la lit, on constate effectivement qu'il y a une grande structure d'ailleurs. Ici, la structure se présente en 3 points essentiels. 3 points. Premièrement, le devoir de mémoire. Deuxièmement, restaurer la confiance. Et troisièmement, démêler les ambiguïtés. Le devoir de mémoire, restaurer la confiance, démêler les ambiguïtés. Aucun peuple au monde ne peut aller en avant sans se référer à son identité, sans se référer à son histoire propre. Donc voilà les 3 points de la lettre que nous présentons aujourd'hui. Merci, M. Adiou. Les évêques continuent en disant ceci: la crispation politique et sociale dans notre cher pays paraît le résultat d'une rupture de confiance entre les différents acteurs politiques et sociaux, entre la classe politique et le peuple. Voilà ce que les évêques ont mis dans leur lettre. Alors, je voudrais vous demander, que contient exactement cette lettre-là? Je vais y aller pas à pas pour suivre exactement ce que les évêques ont dit eux-mêmes, pour rester fidèles. Et au fur et à mesure que ce sera nécessaire, je vais faire des commentaires. D'accord. On suit. Premièrement, le devoir de mémoire. Les évêques ont rappelé ici que nous ne pouvons pas nous éloigner de ce qui a fait le point de départ, la conférence nationale, oui. La conférence des forces vives 1990. Déjà à ce moment-là, nous étions en 2008, c'est-à-dire 18 ans après. Oui. Si on commençait à s'éloigner, ce ne serait pas bien. Donc se souvenir. Et ils ont dit, se souvenir, c'est avoir le courage de recourir avec clairvoyance au passé pour y puiser de nouvelles raisons d'être et se doter de valeurs neuves pour construire un avenir plus radieux et plus prometteur. En décembre déjà, dans leur lettre pastorale « Peuple béninois, souviens-toi et relève ton pays », les évêques avaient écrit ceci: « Un peuple sans mémoire est un peuple sans repère. Toute société s'organise et se développe à partir de son histoire. Elle évite ainsi, toute société, elle évite ainsi les erreurs du passé. Elle épuise surtout sa raison d'être et les vraies valeurs qui l'aident à construire son avenir. » Comment voulez-vous, chers amis, qu'un peuple en arrive à se balayer sa mémoire et espérer survivre? C'est impossible. C'est impossible. L'événement historique, précisent les évêques, l'événement historique référentiel du Bénin, le Bénin démocratique, est bel et bien la conférence des forces vives de la nation. Et je voudrais que tous nous retenions cela. Nous ne pouvons plus construire notre pays, le Bénin, sans nous référer à cet événement vraiment historique qu'est la conférence nationale 1990. Elle reste l'événement historique autour duquel l'unanimité a été faite et elle doit être maintenue, quelles que soient nos obédiences politiques, nos appartenances ethniques et religieuses. Et comme telle, elle est notre héritage commun de référence. Aux évêques de s'interroger. Et ils affirment quelque chose de très très fort. On se souvient que le fondement politique des grandes orientations de la conférence nationale, c'est le refus du parti unique
de la pensée unique, le refus du culte de la personnalité, le refus de l'embrigadement des populations dans un unanimisme de façade, le refus de toutes les entraves aux diverses libertés. On se souvient que le fondement économique et social des grandes orientations de la conférence nationale, c'est la liberté d'entreprise contre la mainmise de l'État sur tous les secteurs d'activité de production et de commerce. Le refus de la gestion hasardeuse avec son triste cortège de détournement des deniers publics, de corruption, de scandales financiers, de dépenses improductives, d'impunité, de culte de l'argent. Tout ça, en un mot, s'appelle plus jamais ça. C'est ça le fondement de la conférence nationale. Et c'est ça qui nous permet désormais de construire progressivement dans notre pays un régime démocratique. Est-ce qu'on ne s'est pas vraiment éloigné de ces fondements-là? C'est justement ça, cher père. Parce qu'en réalité, si on fait recours à ces fondements, et comme l'ont dit nos pères les évêques, il faut se souvenir. Il faut se rappeler surtout ces fondements-là pour éviter d'embrigader quand même le pouvoir. Il faut se rappeler ces fondements-là pour éviter d'embrigader la liberté des autres. Est-ce qu'on ne s'est pas réellement éloigné de ces fondements politiques, sociaux et économiques de la conférence? Nous étions en 2008, je l'ai rappelé tout à l'heure, cher père, quelques années seulement, bon, 18 ans, d'accord, moins de 20 ans. Et déjà, on avait commencé à noter ça. Plus loin, je vous répondrai avec précision. Mais je dirais que là où nous avons trébuché, ce n'était pas en 2008, c'était déjà en 1991. Donc, un an après la conférence? Juste après la conférence, de la transition. Voilà, juste après la conférence nationale. Vous me donnez l'occasion d'expliquer ça, de détailler ça davantage un jour. Oui, on va en venir. On va en venir, merci beaucoup. Donc, les évêques ont noté que perdre la mémoire est dangereux. Deuxième point qu'ils ont développé, restaurer la confiance. Mais si on perdait la mémoire, si les chefs qui nous gouvernent perdent la mémoire des choses, ils vont continuer à nous gouverner de façon hasardeuse. Et le peuple perdra à nouveau sa confiance, la confiance qu'il a établie entre lui et ses gouvernés. Il ne faut pas oublier, ses gouvernants, pardon. Il ne faut pas oublier que le peuple est le gouverné, mais il est le mandant. C'est lui qui a le pouvoir. Les gouvernés ne sont que ses employés. Donc, il faut restaurer la confiance, disent les évêques. Pour nos pasteurs, aucune œuvre humaine d'identification ne peut se passer du facteur majorant qu'est la confiance, vous l'avez rappelé. Oui. C'est un minimum. Car sans ce minimum de confiance entre les trois pouvoirs, exécutif, législatif, judiciaire, sans ce minimum de confiance entre les dirigeants et le peuple, la collaboration, la concertation, la concession désertent l'agora pour laisser place à la pugnacité agressive et à l'absolutisation des points de vue. Il faut restaurer la confiance. Cela passe par le respect strict du jeu démocratique, la conformité par tous à la lettre et à l'esprit de la Constitution du 11 décembre 1990. Ça passe également et surtout par la défense du bien commun comme unique motivation de l'action politique. Restaurer la confiance, disent les évêques, et à raison, c'est aussi et surtout démêler les ambiguïtés. Nous aimons trop nager en eau trouble. Les évêques ont mis l'accent, troisième point de leur contenu. Les ambiguïtés nous profitent toujours. Voilà. Donc ils ont mis l'accent sur le démêlage des ambiguïtés. Par nature, disent-ils, l'homme est toujours en quête de son unité, et c'est vrai. Et ils disent c'est une bonne chose. Cependant, il arrive bien souvent, hélas, qu'il se laisse happer sans s'en rendre compte. Peut-être il se laisse happer par le mirage de l'uniformisme, l'erreur du mélange des roues et la confusion des genres. Il faut absolument éviter ça. Ils disent avec force, et je veux les citer, il nous faut tous remonter la garde,
veiller à la réelle séparation et à la juste autonomie des diverses institutions, ainsi que des divers genres, sans viser à un cloisonnement autarcique. Ils ont salué l'heureuse relation de forte proximité entre le religieux et le politique, mais ils ont dénoncé la confusion qui avait commencé à se faire jour. À ce moment-là, il y en avait même qui pensaient que certaines religions, disons ça comme ça, doivent maintenant gérer le pouvoir. Profiter. C'est leur tour. C'est leur tour. C'est leur tour de gérer le pouvoir. C'est notre fidèle qui est là. Voilà. Et donc, on peut se regrouper autour. On se rappelait quand même que dans le temps, il y avait quand même beaucoup d'associations de pasteurs, beaucoup d'associations de ceci, et qui se retrouvaient quand même pour pouvoir gérer autour. Exactement. Exactement. Le dialogue n'est fécond que lorsque les identités sont bien définies. Et c'est cela qu'il faut absolument faire. Il faut éviter les confusions. Pour la satisfaction et le bonheur de tous dans la cité, chacun à sa place doit jouer son rôle propre et spécifique. Donc voilà, cher Père, le contenu de cette lettre-là, c'est une lettre, un message simple, mais à contenu très dense. C'est un message très simple, mais à contenu très dense. Oui, je souhaiterais quand même qu'on revienne un peu sur cette séparation des pouvoirs, parce qu'en réalité, l'ambiguïté se retrouvait à ce niveau-là, où le politique, le judiciaire, le législatif, il y a deux qui peuvent s'entendre pour contrecarrer quand même l'autre, et puis les blocages à n'en point finir, les grèves perlées par-ci, par-là. Vous voyez un peu, tout ça là, ça a arriéré notre pays. Oui. Ça a arriéré notre pays. Cher Père, il y a une différence entre un régime présidentiel et un régime présidentialiste. Le régime présidentialiste, c'est un régime dans lequel il y a la suprématie du président de la République. C'est lui qui détermine tout. Et ça, nous n'avons pas retenu à la conférence nationale. Nous avons retenu un régime présidentiel. C'est vrai que le président représente une institution forte. C'est le premier serviteur de toute la nation, mais il a, pour le guider, pour l'encadrer, d'autres forces. Le Parlement. Chez nous, l'Assemblée nationale n'a qu'une seule chambre, au Bénin, qu'une seule chambre, le Parlement. Et puis, les autres institutions. Il y a la justice, il y a la HAC, la communication, et puis les autres. Et on peut très rapidement faire fausse route. Un président de la République qui pense qu'il est au-dessus de tout et au-dessus de tous, qu'il doit s'en imposer aux autres, si les autres ne lui disent pas, mais voilà ton espace d'eux, et voilà notre espace à nous. S'ils ne le font pas, ils vont tromper le peuple. C'est ce qui a été fait pendant quelques années, assez difficilement probablement, mais par les prédécesseurs, j'allais dire par tous ceux qui ont géré le pays jusqu'en 2006. Mais quand nous sommes rentrés dans l'ère 2006, peut-être, puisque c'est l'ère, ceux qui ont pris le pouvoir n'ont pas participé à la conférence nationale. Donc, ils n'ont pas la mémoire de ce qui était vécu. Peut-être qu'ils se sont dit, nous sommes au pouvoir, nous pouvons tout déterminer. Malheureusement, ils ont trouvé au niveau des autres institutions des responsables qui étaient... À la conférence? Non, des responsables dans ces institutions-là, par exemple l'Assemblée nationale, oui. Des responsables qui, au lieu de jouer la carte de contre-pouvoir, il y a une différence entre le contre-pouvoir et l'anti-pouvoir. Le président de la République n'est pas l'ennemi, entre guillemets... Du contre-pouvoir. Non. L'Assemblée nationale n'est pas l'ennemi, entre guillemets, du président de la République. Donc, je veux dire, le législatif et l'exécutif. Non. Ils sont, chaque pouvoir à son terrain.
le judiciaire également. Personne n'est à la solde de l'autre. Chacun a son carré, disons ça comme ça, son carré de travail, son carré de pouvoir, et les pouvoirs se complètent. Et quand ça ne va pas, au regard des responsabilités des uns et des autres, on dit à l'autre, mais alors, tu as atteint des limites. Malheureusement, quelques années après la conférence, les vieux démons qui avaient gouverné le pays avant la conférence, avant 1990, et qui avait fait qu'on avait rencontré beaucoup de difficultés, ces vieux démons ont progressivement surgi, refait surface, parce que justement, la période de transition n'a pas été efficacement gérée. Est-ce qu'il n'y avait pas des organes, que la conférence devait mettre en place pour permettre à ce que chaque pouvoir essaye de jouir de son autonomie et de fonctionner vraiment dans son champ d'action? On pouvait penser que la Cour constitutionnelle allait jouer ce rôle-là de recadrage, de respect de la Constitution. Mais là aussi, ce sont des humains. S'ils sont dans la même dynamique que le président, que l'exécutif ou le législatif, eh bien, il y aura confusion de genre. Oui, donc c'est arrivé progressivement. Vous savez, cher père, le pouvoir peut rendre fou. Le pouvoir d'État est un pouvoir très fort. Et vous en avez fait l'expérience? Il rend fou. Et comme quelqu'un l'a dit, un président de la République l'a dit, le pouvoir rend fou et faux. Ça rend fou et faux. Et faux. Et lorsque vous tombez dans ces travers, c'est fini. Donc c'est ce qui s'est passé, ou c'est ce qui a commencé à se passer progressivement. Est-ce que ça a continué? Nous en reparlerons. On se prend comme un demi-dieu. Ah oui, oui, oui. On se prend vraiment comme un demi-dieu. On se convainc qu'on est demi-dieu. Il y a des choses très simples qui vous grisent la tête lorsque vous avez le pouvoir. Vous êtes président de la République. Vous venez dans un espace quelque part. On vous annonce, on dit le président de la République. Le chef de l'État. Et tout le monde se lève. Le chef du gouvernement. Oui, même quand on n'a pas précisé ça, cher père. Monsieur le président de la République. Et tout le monde se lève. Quelle que soit votre taille, vous entrez dedans, personne n'est assis. Mais on ne vous faisait pas ça il y a quelques années. Il y a quelques mois, on a commencé à vous le faire. Mais vous pensez que vous êtes vraiment le plus important des humains. Monsieur Adiou, nous allons en revenir. Ah oui. Parce que oui. On va en parler dans la prochaine émission. Nous allons devoir nous en arrêter ici pour cette semaine. Mais avant, je voudrais avant que de chuter et avoir un peu un mot de fin provenant de vous. C'est comme si j'avais commencé un peu le mot de fin. Je disais que nous étions à moins de 20 ans après la conférence nationale. Le surgissement de la crise dans la gouvernance du pays est dû au non-respect par les dirigeants des engagements pris à l'hôtel PLM Alédio en 1990, à savoir gouverner le pays de façon vertueuse. C'est la raison principale qui a entraîné la rupture de confiance, d'une part, entre les gouvernants et les différents acteurs de la vie politique et sociale, et d'autre part, entre la classe politique et le peuple. Merci, professeur Adiou. Nous arrivons au terme de cette émission que je vous remercie d'avoir suivi, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette lettre pastorale Restaurer la confiance et préserver la paix d'octobre 2008. In necessaris unitas in dubis, libertas in omnibus caritas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine si Dieu le veut. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse abondamment.